Basekou. Ce qui inquiète aussi les partis politiques, c'est le respect du délai du chronogramme de la transition au regard de la faible mobilisation des ressources financières. Dites-nous, Monsieur le ministre, que on va respecter dans le délai de 2 ans et qu'aucun glissement de calendrier ne sera autorisé. Qu'est-ce que vous appelez faible mobilisation? Oui, mais à 16 mois de la fin des 2 ans, monsieur le ministre, vous en êtes qu'à plus de 100 millions, un peu plus de 100 millions sur un peu plus de 500 millions. Oui. Les 100 millions sur 500 millions représentent combien comme pourcentage? Non, c'est 20%. C'est 20%. Sur 80%. 20% de 100 millions, c'est 20% de 500 millions. Ok. Maintenant, par rapport à la question des partis politiques, je ne sais pas, le parti politique qui pense que c'est une mobilisation. Vous savez, c'est un peu difficile de commenter un débat. La personne est en mesure de venir autour de la table discuter avec vous. Moi, je serais bien heureux qu'un parti politique puisse m'interpeller pour dire, monsieur le ministre du territoire, nous voulons vous rencontrer pour discuter de façon pratique par rapport à la mise en œuvre du chronogramme de la transition afin d'éviter le glissement. C'est plus simple, c'est technique. On va se retrouver, discuter, regarde les tenants et les aboutissants. Mais quant à aller commenter un débat sur lequel on n'a pas tous les éléments de fond, c'est un peu difficile à dire. Oui, mais rassurez-nous, monsieur le ministre, que les 2 ans conclus avec la CEDEAO seront respectés. C'est le citoyen que moi j'ai l'obligation de rassurer les citoyens. Oui, à travers nous sommes le relais. Nous sommes le relais des préoccupations des citoyens. Nous sommes citoyens. L'organisation régionale appelée la CEDEAO est venue voir le gouvernement de la République de Guinée pour dire qu'il souhaite que le gouvernement puisse cadrer son processus de retour à l'ordre constitutionnel dans un calendrier de 2 ans. Oui. Et qu'elle se ferait porte-voix auprès de toutes les organisations internationales pour la mobilisation des ressources. Nous avons travaillé et à date, je pense que une communication qui se devait d'être, c'était quand même de féliciter la bonne foi du gouvernement qui, malgré tout, a mobilisé 100 et quelques milliards, 100 et quelques millions de dollars pour les 500 millions pour le retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, la CEDEAO également, malgré les commentaires de certains que j'entends, je ne sais pas si c'est peut-être eux qui assurent la super présidente de la CEDEAO, mais nous travaillons avec la CEDEAO et aujourd'hui la CEDEAO a fait beaucoup d'efforts auprès des partenaires techniques et financiers pour permettre de mobiliser ces ressources. D'ailleurs, c'est ce qui s'est matérialisé par l'engagement de plusieurs partenaires à nous accompagner. Maintenant, les partenaires vont amener leur contribution. Nous essayons de mettre la pression autant que possible afin que ces contributions-là puissent arriver le maximum, le plus tôt que possible, pour qu'on puisse aller très rapidement vers les différents scrutins afin d'organiser la première étape du processus électoral qui concerne l'élection du président de la République et l'organisation de l'investiture de ce président et le gouvernement de la transition va se retirer. Maintenant, nous, vous en tant que médias, écoute, pour nous aussi également, lorsqu'on a l'opportunité d'intervenir dans vos médias, c'est toujours ce même message de plaidoyer que nous faisons à l'endroit de tous ces acteurs qui aussi peuvent avoir des voix audibles auprès de ces institutions afin d'accélérer leur processus de décaissement des ressources pour qu'on puisse aller très rapidement vers l'essentiel et sortir de ces débats qui ne rapportent pas grand-chose dans la conduite du processus. Mais encore une fois, avec les ressources que nous avons, nous allons continuer à dérouler les activités telles que définies dans le chronogramme signé avec la CEDEAO en attendant l'arrivée de ces ressources financières pour continuer les autres points du chronogramme de la transition. Bien, Talibé. Alors, il nous reste 10 minutes. Alors, monsieur le ministre, est-ce que à date, on peut considérer que le chronogramme de la transition tient et que au bout des 24 mois, il y aura justement, en tout cas, on aura bouclé tout le processus électoral, toutes les différentes élections jusqu'à la présidentielle? Dans ma lettre de mission que le chef d'État a bien voulu me donner, le processus de mise en œuvre du chronogramme doit s'exécuter conformément au chronogramme établi entre la Guinée et la CEDEAO.
Bien. Maintenant, en ce qui concerne aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans le délai ou pas? Je crois que lorsqu'on vous invite souvent à venir, à envoyer vos éléments pour participer aux réunions de comité de pilotage pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition, parfois demandez-leur aussi des comptes rendus pour qu'ils vous fassent le point sur l'état des lieux et là où nous sommes. Lorsque vous prenez aujourd'hui les activités qui sont réalisées, transposez ces activités sur le chronogramme qui a été signé avec la CEDEAO, nous sommes légèrement en avance par rapport à ce qui est convenu dans ces activités. Je vous donne un exemple. Ce matin, les conseils nationaux sont en train d'analyser deux projets de loi. La loi portant régime de l'état civil en République de Guinée et la loi sur l'identification des personnes physiques en République de Guinée. Ces deux lois ont été élaborées par le ministère de l'Organisation des territoires dans le but de faire la réforme institutionnelle. Parce que lorsque vous prenez le deuxième point du recensement du chronogramme, le RAVEC, c'est réparti en 5 composantes. La première composante, c'est les réformes institutionnelles et juridiques. Ouais. C'est que nous avons un vide juridique en Guinée qui ne permettait pas d'aller sur ces actions. Oui. Vous prenez, par exemple, donc il faut fixer le cadre juridique. Oui, tout ce qui est prise d'empreinte. Depuis des années, nous le faisons pour faire la carte d'identité et le passeport. Mais si vous savez qu'il n'y a aucune loi qui encadre en Guinée. Bien sûr. Il n'y avait pas de loi. Oui. C'est une sorte. Il n'y a aucune loi qui l'encadre. Donc nous avons déposé ces deux lois. Le Conseil national de la transition est en train d'analyser ces lois. Normalement, ici, la première semaine du mois de septembre, ces deux lois vont être adoptées et promulguées par le chef de l'État. Quand vous prenez le chronogramme signé entre la Guinée et la CEDEAO, cette activité devait intervenir vers la fin du mois de septembre. C'est vous dire aujourd'hui que nous sommes beaucoup en avance. Dans les jours à venir, nous allons faire le lancement des activités opérationnelles du RAVEC sur le terrain. Dans le planning convenu avec la CEDEAO, cette activité est prévue entre le 28 et le 10 octobre 2023. Donc c'est de dire que, quoi que l'on dise, aujourd'hui, quand même, les actions sont en cours, nous sommes beaucoup en avance, même si nous n'utilisons pas de tambour pour faire de la publicité, parce que pour nous, nous avons inscrit nos actions dans le cadre de l'efficience. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de bruit ou de communication sur ce que tu as l'obligation de faire. Il s'agit de faire ce que le peuple demande de faire et aider le chef d'État à respecter tous les engagements qu'il a pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale. Bien, si on vous suit très bien, monsieur le ministre, c'est qu'on sera dans le délai. Le délai de 2 ans est bel et bien tenable. Jusqu'à preuve du contraire. Bien. Allez, peut-être deux dernières questions. Oui, la situation des anciens contractuels. Oui, allez-y. C'est ça, la question qui fâche, la situation des anciens contractuels. Votre département était censé régler la situation, mais aujourd'hui, on doit encore beaucoup d'argent à ces contractuels qui ont accompli leur part de mission, mais malheureusement, l'État reste le devoir de cette situation. Qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les différentes solutions sur la table pour régler définitivement le cas de ces contractuels, des anciens contractuels? Je ne suivais pas. Reprenez s'il vous plaît. L'icône posait la question par rapport aux enseignants contractuels. Et voilà, on les entend se plaindre depuis plusieurs mois. Et votre département est pointé du doigt. Qu'est-ce qui va se passer, monsieur le ministre? Comment vous comptez régler leur situation? Vous leur devez des mois impayés. Merci beaucoup, Aboubacar. Je pense que c'est l'occasion quand même pour clarifier cette situation. Oui. D'abord, avant de commencer, c'est quand même très encourageant le travail qu'abattent ces enseignants contractuels dans nos préfectures, sous-préfectures et districts à l'intérieur du pays. Oui. C'est l'idée pour moi de saluer tout le courage de leur encadrement, les différents syndicats de l'éducation et ainsi de suite, pour tous les efforts, mais également les actions de plaidoyer qu'ils ont entrepris auprès de l'État. Je vais revenir un peu à la genèse de cette situation à Bouakar, pour permettre à vos millions d'auditeurs de comprendre. Au mois de septembre 2022, le ministre de l'Éducation nationale, lors d'un conseil des ministres, avait attiré l'attention du conseil des ministres par rapport
à un manque criard d'enseignants qui se poserait à l'ouverture des classes. Lorsque la question a été posée, le chef de l'État a questionné par rapport à la fonction publique locale. Je rappelle ici que en 2017, notre pays a fait la révision de la loi sur la décentralisation. Antérieurement, la Guinée disposait d'une loi sur la décentralisation qui avait transféré 32 domaines de compétences aux collectivités locales, dont l'enseignement élémentaire, primaire et secondaire, leur construction, leur entretien, leur aménagement, le paiement du personnel qui travaille dans ces établissements. La loi qui date de 2006-2007 avait agi dans ce sens. Ouais. Après 10 ans d'exécution de cette loi, les praticiens de la décentralisation se sont retrouvés, ont questionné les avancées là-dedans. À l'époque, j'étais de l'autre côté, au niveau des relations, j'ai participé à ces travaux. Et nous nous sommes aperçus que les 32 domaines de compétences qui ont été transférés à ces collectivités locales, il y avait un problème. D'abord, non seulement lié au transfert des compétences, mais également au transfert des ressources financières et humaines qui devaient accompagner l'exercice de ces compétences par ces collectivités. C'est ce qui a amené l'équipe qui avait été identifiée à proposer un regroupement de ces compétences en 14 domaines de compétences. C'est pourquoi dans la nouvelle loi révisée en 2017, nous avons regroupé ces 32 domaines de compétences en 14 domaines de compétences. Parmi ces 14 domaines de compétences, vous remarquerez qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont propres aux communes aux régions. Les régions ont un certain nombre de domaines de compétences. Les communes urbaines, parce que les régions, quand je dis région, dans notre loi sur les collectivités, les régions sont des collectivités en République désignées. Donc, les communes ont des domaines de compétences et les régions également. Maintenant, comme pour le moment, les régions n'ont pas été érigées en collectivité, c'est les communes qui exercent les 14 domaines de compétences. Au nombre de ces 14 domaines de compétences, vous avez la création, l'organisation, la gestion et la modification des services administratifs. Donc, on va dire que les communes peuvent créer des services administratifs publics locaux dans le cadre de leur libre administration à la base. La gestion administrative, financière et budgétaire comptable et la passation des marchés également, les peuvent le faire. La planification, le développement local, l'aménagement des territoires également, l'urbanisme et l'habitat est du ressort des mêmes collectivités. Et tout ce qui est infrastructure sociale, administrative, les équipements, le transport, les voiries, l'entretien et l'éclairage public. Et même les voiries, les routes, au niveau des communes, les collectivités ont compétence de pouvoir les réaliser. Bien. Concrètement, parce qu'il ne reste plus qu'une minute. Oui. 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 Il faut que vous me laissiez, en fait, donner les détails, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames autour de la question des anciens contractuels. Le fondement juridique même qui a amené le ministère de l'Administration du Territoire à appuyer le MEPIA dans ce processus. Maintenant, vous avez au niveau des compétences numéro 6, tout ce qui est lié à l'enseignement préscolaire élémentaire et secondaire. Donc, ceci dit, le besoin que le ministre Guillaume avait exprimé était de 10 000 enseignants contractuels. Maintenant, comme cela trouve, on avait la loi portant statut des fonctionnaires des collectivités au CNP, nous avons dit, ok, nous allons faire travailler les DPE et les communes pour faire le processus de recrutement afin qu'on puisse payer directement ces contractuels au niveau des collectivités locales. D'abord, c'était en attente de la loi portant statut des fonctionnaires des collectivités. Lorsque ce processus a été engagé, nous nous sommes retrouvés avec 18 000 enseignants au lieu de 10 000 enseignants. Premier problème. Et lorsque vous prenez notre fonction publique, nous avons aujourd'hui 99 500 fonctionnaires. Sur les 99 500 fonctionnaires, nous avons 37 110 fonctionnaires qui sont au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Maintenant, si nous revenons un peu en arrière, en l'an 2000, entre 2012 et 2021, le besoin qui s'était posé au niveau du secteur éducatif, enseignement primaire et secondaire, était de 14 000. Le professeur Alpha Condé en a recruté 25 000. Maintenant, aujourd'hui, on a 37 000 qui sont encore payés au niveau de la fonction publique. Et on veut me faire croire qu'il y a 18 000 comme besoin sur le terrain. Il y a deux possibilités. Soit les 37 000 qui sont au niveau de la fonction publique ne travaillent pas pour le système éducatif à la base dans les collectivités,
ou bien les 18 000 enseignants contractuels qu'on est en train de brander n'existent que sur papier. Maintenant, pour régler ce problème-là définitivement et sortir de cette discussion, nous avons mis en place une commission mixte avec l'inspection générale des finances, les syndicats de l'éducation, le ministère de l'Organisation du territoire, le ministère de l'Éducation, pour aller sur le terrain faire la paix. Lorsqu'ils sont allés sur le terrain, ils ont trouvé qu'il y avait un gonflement de chiffres par certains cadres de l'administration territoriale, par certains cadres de l'éducation, ainsi de suite. Ils sont revenus. Lorsqu'ils sont revenus, ma position est toujours restée la même. Nous ne pouvons pas avoir 37 000 cadres de l'éducation à l'intérieur du pays et avoir un besoin de 18 000 personnes. Ce n'est pas possible. Donc il faut décanter. Il faut décanter. Maintenant, pour permettre aux enseignants de continuer à travailler, j'ai demandé au ministre du Budget et à mon collègue des Finances d'accepter qu'on puisse faire un arrêté conjoint pour autoriser l'ANASIC à donner de l'argent aux communes pour payer ses contractuels pour 1 mois et pour 2 mois. Mais, sauf que les 2 mois de salaire étaient pour 10 000 personnes, telles que validées par le Conseil des ministres. Nous sommes retrouvés avec 18 000. Nous, on ne pouvait plus changer. Donc, l'argent qui était destiné pour payer 2 mois, tel que validé par le Conseil des ministres, c'est ce qui a été utilisé pour payer 1 mois pour les contractuels. Ils ont continué. À un moment donné, il y a eu beaucoup de bruit. J'ai reçu les syndicats de l'enseignant, des systèmes éducatifs. Après, je suis allé voir M. le Premier ministre qui a demandé, OK, fermez les jeux, essayez de les payer 2 mois. Ce sont ces 2 mois que nous avons payés. Nous sommes dans la période des vacances. Voici la proposition que j'ai faite. Pour moi, il ne s'agit pas, pour les acteurs, d'aller se retrouver dans les salles de classe ou dans les salles de réunion climatisées pour discuter de la question des enseignants contractuels. La question des enseignants contractuels, c'est quelque chose qui est régi par la loi portant statut des fonctionnaires des collectivités. Ce n'est pas un problème de fonction publique centrale, ce n'est pas un problème de Paul ou de Pierre, c'est un problème qui concerne les collectivités et les contractuels. Qu'on parte faire un travail sérieux sur le terrain, qui consiste à faire quoi? Nous avons Koya, Akoulia. On a besoin de combien d'enseignants contractuels? D'abord, avant de le faire, il y a combien d'écoles à Koulia? Dans ces écoles, nous avons combien d'enseignants qui sont payés par la fonction publique centrale? Lorsque nous sortons ce nombre d'enseignants, en fonction du nombre de groupes pédagogiques, nous allons sortir le nombre d'enseignants contractuels. Si ce nombre d'enseignants contractuels est connu, le lendemain, la mairie fera un contrat de fonction publique locale et les arriérés vont être payés. Et bien voilà. Mais si ce n'est pas ça, tout autre arrangement qui sera fait dans ce processus, ça va être juste de déplacer le problème d'un point A à un point B. Demain, nous allons revenir encore là-dessus. Bien voilà. Donc le processus de décantation est en cours. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir été disponible pour nous depuis 9h30. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci de l'attention. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à toute notre équipe technique. Restez sur FM FM. Le programme continue. Dites Indren dans quelques minutes avec Mohamed Ba et toute sa team. On se retrouve dans quelques jours.